Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, je vais vous parler du système de fichiers de WordPress. C'est-à-dire lorsque l'on installe WordPress, lorsque l'on télécharge WordPress à partir du site wordpress.org, on va récupérer une archive et nous allons voir la composition de cette archive et surtout les liens qui existent entre l'installation de WordPress que vous allez effectuer et certains des fichiers de paramétrage de cette installation WordPress. Alors on se retrouve tout de suite sur mon système de fichiers. Alors je viens de récupérer le zip WordPress que j'ai mis ici. Donc c'est une installation tout à fait classique, c'est la dernière version, la version 6.0.2. Donc là je travaille en local, donc j'ai installé un WordPress dans mon fichier WAMP, puisque je suis sur Windows sur cet ordinateur là. Et donc si on va voir un petit peu ce qui se trouve dans cette archive ou ce .zip WordPress, on va retrouver finalement tout le framework de WordPress. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que j'installe un nouveau WordPress quelque part, que ce soit en local ou à distance, j'installe à la fois tous les fichiers sources et les fichiers de paramétrage qui vont être générés lorsque je vais lancer l'installation de WordPress. Donc là-dedans, finalement, on va retrouver tout le framework de développement WordPress, toutes les classes qui sont utilisées par WordPress pour interagir avec les utilisateurs. Et donc c'est vraiment une source incroyable d'informations que ces fichiers sources que l'on installe et qui seront évidemment, puisque c'est du PHP, exécutés pour la majorité d'entre eux sur le serveur, qu'il soit distant ou qu'il soit en local si on l'a installé sous WAMP ou MAMP sur Mac. Donc, une fois que j'ai installé mon WordPress, j'ai donc accès au travers de mon dossier 3W à l'ensemble des fichiers de WordPress. Alors je les ai mis ici dans ce dossier-là, et c'est donc ici les fichiers qui composent mon installation. Le premier fichier qu'il est très important de connaître, c'est le fichier wp-config.php. Ce fichier-là, lorsque l'on dézippe l'archive d'installation de WordPress, on va voir qu'il n'y a pas de fichier wp-config, mais qu'il y a un fichier wp-config-sample. À la première installation de WordPress, ce fichier va être généré. Alors le fichier config sample, on peut le supprimer, il n'y a aucun souci. Et lorsqu'on va aller éditer le fichier wp-config, on va se rendre compte, en tout cas dans une première partie du fichier, qu'il y a des données relatives à la base de données qui est associée à l'installation WordPress. Alors ça c'est très très important, notamment si vous perdez pour une raison X ou Y l'accès à la base de données. Il faut savoir que dans le fichier wp-config.php, on va retrouver à la fois le nom de la base de données. Donc là par exemple c'est une base qui s'appelle MyBase. Alors si je lance WAMP en local, je vais pouvoir aller vérifier cela. Donc la base s'appelle MyBase. L'utilisateur de la base de données MySQL, c'est root, donc c'est un utilisateur par défaut. Alors bon, je vous conseille en local éventuellement de mettre un password, ce que je n'ai pas fait. Donc l'utilisateur c'est root, le password il n'y en a pas. L'adresse du serveur MySQL c'est localhost, c'est-à-dire c'est sur ma propre machine, donc soit localhost, soit 127.0.0.1, qui est l'adresse qui est donnée à tous les PC en local. Et donc là j'ai ce qu'on appelle les credentials, c'est-à-dire les identifiants qui me permettent de récupérer l'accès à la fois à la base de données et donc à la fois à WordPress. Ensuite on va avoir des defines qui vont être proposés. Alors après les clés de salage, alors ces clés de salage sont des clés qui sont générées aléatoirement à l'installation de WordPress. Il faut savoir que si pour des raisons de sécurité vous souhaitez que tous les utilisateurs qui ont accès à l'administration soient déconnectés, il suffit de générer d'autres clés de salage. Vous avez une adresse https://api.wordpress.org/secretkey1./salt, donc vous allez sur cette adresse là, vous générez de nouvelles clés de salage.
vous remplacez les nouvelles dans le wp-config, ces clés par les clés que vous aurez générées, et automatiquement cela donc va renforcer la sécurité puisque ça va invalider tous les cookies qui sont existants, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les utilisateurs, même s'ils sont connectés à votre back-office, seront automatiquement déconnectés et devront se reconnecter pour que les cookies soient en correspondance avec ces nouvelles clés de salage. Donc ça, c'est une opération que généralement on ne fait pas, sauf si on a un souci avec un utilisateur voilà, qu'on ne peut pas désactiver, ou pour une raison X ou Y on n'a pas d'accès à l'administration en tant qu'administrateur. Donc il faut savoir qu'en modifiant ces clés, on va désactiver, enfin déconnecter tous les utilisateurs présents. Ensuite, le deuxième paramètre qui est très important, c'est le table préfixe. Alors le table préfixe, c'est très important parce que, évidemment, ce que l'on souhaite lorsque l'on installe WordPress, c'est qu'il ne rentre pas en collision avec éventuellement une autre installation, parce que j'ai peut-être plusieurs systèmes de développement qui partagent peut-être la même base de données. Il faut savoir que dans cette base de données, je vais avoir plusieurs tables, et ces tables-là, par défaut, WordPress, lorsque l'on va l'installer, va les préfixer par le préfixe WP. Donc toutes les tables s'appelleront WP underscore post, par exemple, WP underscore option, WP underscore user, etc. Ce préfixe-là, il est possible de le changer. Alors, globalement, on change le préfixe des tables de la base de données de WordPress pour généralement une raison particulière, c'est si j'ai déjà une installation de WordPress existante. Puisque évidemment, si j'ai déjà dans cette base de données une installation de WordPress, eh bien il faut savoir que sur la deuxième installation, si je laisse le même préfixe, eh bien l'installeur va écraser toutes les tables existantes et donc je vais me retrouver, je vais perdre absolument tout ce qu'il y avait dans la base de données, toutes mes informations. Par contre, si lorsque je lance l'installation, et c'est une question qui m'est posée à l'installation de WordPress, préfixe des tables, donc elle est remplie par défaut avec WP. Il faut savoir que si je souhaite installer un deuxième WordPress sur une seule base de données, eh bien j'ai juste à changer le préfixe. Alors je vais passer par exemple à WT ou à RS avec ce qu'on veut. Généralement on commence par W pour signifier que c'est bien des tables WordPress. Et ensuite, vous avez 26 lettres de l'alphabet. Vous pouvez en mettre plusieurs. Enfin là, je vous laisse. Par contre, notez bien ce préfixe-là. Et si donc je fais ça, eh bien, ce qui va se passer, c'est que WordPress va créer toute l'installation en préfixant ces nouvelles tables par WTU, par exemple, dans mon exemple. Et donc, je vais pouvoir ainsi, alors que ce soit en local ou à distance, hein, sur un hébergement chez un provider OVH ou quoi, installer de multiples installations de WordPress qui partageront toutes la même base de données. Donc ça c'est à savoir, c'est très intéressant. Ces tables de préfixes, comme ça on n'a pas besoin de prendre des bases de données différentes. Ensuite, si on continue ce fichier wp-config, on va retrouver une information alors très importante, surtout on ne touche rien à ce qui suit, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des informations dans ce fichier avant, mais surtout pas après cette phrase-là, puisque ça c'est forcément les dernières informations qui doivent exister dans ce fichier-là. Donc, alors un exemple de ce qu'on peut rajouter éventuellement dans le fichier wp-config, c'est par exemple la variable debug. Alors par défaut, la variable est à false. Si jamais je la bascule à true, ici, si je la change et je la bascule au booléen à un vrai, eh bien ce qui va se passer, c'est que les erreurs, tous les problèmes qui sont générés par mon installation WordPress vont être logués à l'écran. C'est-à-dire que eh bien, je vais avoir à l'écran la signification des problèmes, chose que je n'ai pas par défaut. Alors évidemment, ce n'est pas à faire sur une installation en ligne hein, qui est active et accessible par les utilisateurs. Mais par contre, en développement, c'est très intéressant d'aller modifier ça, de le passer à true notamment, de façon à pouvoir loguer les erreurs. Alors on a d'autres define qu'on peut ajouter à ce fichier wp-config. Si vous voulez avoir la liste, il suffit de la trouver sur wordpress.org. Vous tapez wp-config et vous aurez tous les defines qu'on peut insérer dans ce fichier. Mais globalement, c'est un fichier surtout, donc comme je le répète, hein, qui va vous permettre de retrouver à la fois les credentials d'accès à la base de données, c'est-à-dire les identifiants, mots de passe, etc., l'adresse, le nom, tout ça, et également, comme je viens de vous le montrer, les préfixes de table et le mode debug. Donc ça, c'est le fichier wp-config.php.
Dans la structure des fichiers, on a trois parties principales. On a le sous-dossier wp-admin, le sous-dossier wp-content et le sous-dossier wp-includes. Alors pour commencer par le dossier wp-includes, il faut savoir que là-dedans, dans ce dossier-là, on va retrouver toutes les dépendances que WordPress utilise pour que le système fonctionne. On va retrouver beaucoup de dépendances qui sont obligatoires pour que WordPress fonctionne, mais on va également trouver toutes les classes qui, par exemple, vont être les classes des hooks, des crochets. Voilà, donc c'est vraiment une source d'information importante, et quand on recherche quelque chose, eh bien, on peut aller voir dans ces classes-là, alors pour peu qu'on comprenne le PHP, pour comprendre la méthodologie de WordPress. Donc dans le fichier wp-include, généralement, on ne touche absolument rien. Mais par contre, on va trouver voilà, les classes HTTP, on va retrouver toutes les classes principales des protocoles, etc., qui sont utilisées par WordPress, ainsi que jQuery et toutes les bibliothèques annexes et les dépendances qui sont également chargées par le système. En plus du fichier du dossier wp-includes, on va avoir le dossier wp-admin qui, lui, va se focaliser sur l'administration, c'est-à-dire c'est tous les fichiers qui sont utilisés par WordPress pour gérer l'administration de votre site. Donc on va retrouver également là-dedans toutes les dépendances, toutes les classes qui sont utilisées pour les systèmes de fichiers, pour les installations de plugins, bon bref, pour l'architecture du back-office de votre installation. On ne va jamais non plus rien toucher là-dedans. On va également trouver dans wp-admin les classes qui sont utilisées, notamment les classes médias, par exemple, les classes menus. Alors c'est des classes qui sont très intéressantes parce qu'elles vont pouvoir vous donner des indications sur la façon dont WordPress travaille et gère et propose le PHP, donc évidemment, enfin le back-office, pardon. Évidemment, c'est des classes qu'il est intéressant de découvrir en même temps que la documentation officielle de WordPress sur wordpress.org, mais c'est vraiment un référentiel tout à fait intéressant, car ce sont vraiment les fichiers sources qui sont à la base du fonctionnement du framework. Dernier dossier très important, c'est le dossier wp-content. Alors ce dossier wp-content, il est important à plusieurs égards. Le premier parce que c'est dans ce dossier-là que l'on va retrouver tous vos plugins dans le sous-dossier plugin et tous vos thèmes graphiques dans le sous-dossier thème. Donc dans le sous-dossier plugin, je vais trouver tous les plugins qui font partie d'installation, qu'ils soient activés ou désactivés, peu importe, puisque un plugin peut être installé. Si on trouve le dossier du plugin là-dedans, par exemple Elementor, eh bien j'ai un dossier qui représente les fichiers de l'extension Elementor. Mais même si l'extension est désactivée dans mon back-office, je vais quand même pouvoir accéder à tous ces fichiers-là. Alors, ces fichiers, c'est très important, ces plugins. Il faut savoir une chose, c'est que par exemple, si vous avez un souci avec un plugin qui rentre en conflit avec un autre plugin et que vous souhaitez savoir exactement ce qui se passe, eh bien le simple fait, par exemple, de renommer plugins en plugins old, par exemple, c'est-à-dire de changer le nom du plugin, vous permettra de ne charger aucun plugin en mémoire, et donc de cette façon-là de pouvoir débugger éventuellement en dupliquant ce dossier et en remettant un par un les plugins pour voir lequel pose des problèmes. De la même manière, si je change dans le dossier des plugins le nom du plugin lui-même, eh bien je vais désactiver son chargement. Alors pour comprendre ça, c'est relativement simple. Un plugin suit une structure de programmation qui est tout le temps la même. Et dans ce plugin notamment, on a un fichier qui va commencer par un descriptif, et ce descriptif va également donner le plugin name, c'est-à-dire le nom du plugin, et ce nom du plugin est aussi le nom du dossier. Donc si le plugin Elementor par exemple est chargé parce que WordPress trouve un dossier Elementor, il est évident que si je change le nom de ce dossier-là, eh bien WordPress ne le trouvera pas et donc ne le chargera pas. Donc c'est un moyen pour débugger les plugins que de changer leur nom, si vous voulez le désactiver simplement. Si pour une raison X ou Y vous n'avez plus accès au back-office, eh bien c'est possible de le faire comme ceci. Le même principe d'ailleurs dans le dossier wp-content concerne les thèmes graphiques que l'on trouve dans le dossier thème. Donc dans ce dossier thème, on va avoir tous les thèmes qui composent mon installation, qu'ils soient activés ou pas. Et de la même manière, le thème Hello Elementor se trouve dans un dossier qui s'appelle Hello Elementor
parce que le fichier défini, alors sur Hello for Elementor, ça doit être dans fonction, non, ça doit être, alors après ça dépend des différents plugins. Package Hello Elementor, alors on va regarder peut-être dans un autre, on va regarder par exemple celui-là, Index. Lui, ça passe par le fichier style CSS, je crois, je veux pas dire de bêtises. Voilà, c'est ça. Dans le fichier style.css, on trouve term name, carbothème, par exemple, pour le thème que je suis en train de développer, carbothème. Et donc, du coup, sur le dossier s'appelle aussi carbothème. Alors, c'est à peu près la même chose ici. Hein, c'est dans style.css. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, le thème Elementor que le mien. Mais on retrouve ce même système de tags au début, hein, qui sont insérés entre des commentaires PHP, et donc qui vont définir le nom du thème Hello Elementor. Ce nom du thème, eh bien, on va retrouver ici le même système pour nommer le dossier. Donc en changeant le nom du dossier, on ne chargera plus le thème en mémoire. Dans le dossier WP Content, hormis les plugins et les thèmes, on trouve également parfois d'autres dossiers qui sont installés par des extensions différentes, mais on va surtout retrouver deux dossiers qui sont capitaux ici et qu'il faut connaître. Le premier, c'est le dossier Language. Donc le dossier Languages est un dossier qui va s'occuper de la traduction de l'interface de WordPress notamment, hein, ça provient de là, des plugins qui sont installés. Donc tout ça, on voit que chaque fois les plugins ont, alors dans une autre vidéo je vous montrerai, enfin je vous expliquerai comment créer ces fameux dossiers de traduction. Mais on les trouve là-dedans, et également les traductions des thèmes, des thèmes, par exemple ici, si j'ouvre le fichier des traductions d'Hello for Elementor, on va retrouver toujours le même système, hein, c'est-à-dire une chaîne, alors généralement en anglais, suivie, puisque c'est un fichier pour la traduction française, -fr/fr, parce que ça pourrait être français, belge, suisse, canadien, donc ça serait canadien, ça serait -fr_ca par exemple, donc là c'est France. Et on trouve donc là le texte original, Plain Vanilla Lightweight, et la traduction en français. Donc c'est un système qui est connu par tous les développeurs. Pour traduire les plugins, les thèmes et WordPress, on passe par des fichiers MOPO, et donc après on les récupère dans le code. Donc voilà, ça c'est tout à fait standard. Donc si vous avez des problèmes de traduction, il faut savoir qu'on peut venir ici modifier ces thèmes en installant POEdit, voilà, un programme très simple qui permet de modifier tout ça. En plus du dossier Language dans le dossier WP Content, finalement j'ai le dernier dossier qui est très important, c'est Uploads, parce que Uploads est un lien direct entre la bibliothèque des médias qui est installée dans mon installation WordPress et les fichiers qui résident sur mon serveur en local ou à distance. Et là, alors certains plugins vont créer des dossiers supplémentaires, comme par exemple Oxygen, Calendarize It, Backup Buddy, etc. Mais les éléments de WordPress sont toujours de la même manière stockés dans des dossiers qui portent l'année à laquelle le média a été inséré dans l'installation. Et ensuite, on a janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc ça c'est les mois. Et à l'intérieur, on a les dossiers, alors s'il y en a, hein, j'ai rien mis en 2022. En 2023, voilà, donc si on trouve des éléments, ils sont là-dedans, voilà, on retrouve des éléments qui sont stockés là-dedans. Donc si vous cherchez un élément, sachez que ça va être dans le dossier Uploads que vous allez le trouver. C'est également un dossier qu'il est important de surveiller, parce que par défaut, WordPress, quand on insère un média dans la bibliothèque, crée plusieurs versions de ce média-là, hein, pour optimiser les affichages, et donc c'est un dossier qui grossit assez vite. Donc moi, mon dossier upload fait 90 mégas, ici. Donc globalement, voilà, c'est ce qu'on va trouver. Donc là, on vient de faire le tour d'une installation standard WordPress. Dans un tutoriel, dans le prochain tutoriel, je pense, j'irai parler du lien qui existe entre la base de données et ces fichiers-là, et on pourra comme ça s'entraîner à bien manipuler, surtout en cas de problème, ces fichiers sur le disque et la base de données dans votre installation MySQL. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.